Bonjour et bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. C'est un épisode un peu spécial qu'on vous propose aujourd'hui, une sorte de poire et confinement. Coronavirus oblige, puisque nous sommes à domicile, Jean-Laurent Casselli et moi. Donc salut Jean-Laurent de loin. Oui, salut Hélène. Dans ces conditions, c'est difficile d'organiser un débat comme on le fait d'habitude dans Poire et Cahuète, mais on a quand même pensé à vous, à tout ce temps dont vous disposez en ce moment pour lire, pour réfléchir, puisqu'on l'a vu et entendu partout, on veut lire des livres, on a du temps pour lire, on n'a que ça à faire de lire. Donc, on vous a concocté une sélection d'essais pour penser cette période très particulière que nous vivons, d'ambiance de fin du monde, de temps suspendu, d'enfermement, de solitude aussi. Et là, il y a un auteur particulièrement qui se distingue par son acuité, c'est Pablo Servigne. Oui, Pablo Servigne qui est connu en France pour avoir introduit le concept de collapsologie en 2015. Qu'est-ce qu'on peut lire de lui ? Alors le classique, c'est l'ouvrage Comment tout peut s'effondrer, publié au Seuil donc en 2015 avec Raphaël Stevens. C'est dans cet ouvrage que la collapsologie est entrée dans le débat public et intellectuel français. Alors la collapsologie, c'est un néologisme qui désigne la discipline qui étudie l'effondrement et l'empilement de crises financières, économiques, climatiques, à présent sanitaires, qui pourraient à terme même à l'horizon, à un horizon assez proche, déclencher un effondrement systémique. Cette notion de collapsologie a d'abord été prise un peu à la rigolade. D'ailleurs, les auteurs eux-mêmes avaient inventé ce terme un peu par dérision. Je ne vais pas dire que c'était une vraie science, mais en tout cas, c'était une manière d'alerter les pouvoirs publics et les lecteurs sur en fait le rapprochement de l'horizon de fin du monde, qui n'est plus un terme lointain, mais qui peut nous tomber dessus dans les années à venir, selon eux. Et on peut dire que l'actualité a tendance à leur donner raison. Donc, au-delà des classiques de la collapsologie, on peut s'intéresser à la revue Yggdrasil qui paraît tous les 3 mois, qui émane donc de Pablo Servigne et du courant Collapso. J'ai avec moi le dernier numéro, le numéro 4, et c'est une revue plutôt bien faite qui a vocation à dépasser le constat évidemment très anxiogène de l'effondrement pour partir sur l'après et la reconstruction, la recomposition d'un nouveau monde sur d'autres bases plus écologiques. Alors on a dedans les classiques auxquels on s'attend sur la permaculture, sur le do it yourself. Il y a aussi des bons conseils de lecture. C'est à la fois une revue de presse et d'idées du courant du mouvement Collapso, un magazine à vocation pratique, et puis une revue d'idées en fait sur le mouvement écologiste radical dans toute sa diversité. Alors il y a aussi un grand thème de réflexion actuel autour de l'épidémie, c'est la question des villes. On le voit particulièrement à Paris ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes, des jeunes gens ou des familles qui ont quitté la capitale pour la campagne avec l'idée de se mettre au vert pour avoir plus de place et plus de confort que dans leur petit appart, mais aussi peut-être avec cette idée que l'air y est plus sain. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils vont peut-être transporter le virus là-bas, mais bon, c'est un autre débat. Le sociologue Jean Viard n'est pas étonné par cet exode. Il a expliqué ces derniers jours que dans l'imaginaire, la ville reste le lieu des mauvaises odeurs, des maladies et des émeutes. Et c'est vrai que c'est pas idiot de penser que dans un espace géographique resserré, avec beaucoup d'interconnexions, une forte densité de population, des échanges très nourris, le risque de propagation est plus grand. Il me semble que la question des villes et des interconnexions urbaines est très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce thème de la ville, lieu de tous les dangers ? Oui, c'est vrai que c'est difficile en ce moment d'aimer les villes. Elles nous épuisent, elles sont de moins en moins accessibles, de plus en plus dures. Et avec la crise actuelle, on ressent effectivement les limites. Alors, je voulais revenir sur un ouvrage qui a été publié initialement en 2018, Les Métropoles barbares de Guillaume Faburel, édition Le Passager clandestin. C'est un livre qui a obtenu le prix du livre d'écologie politique 2018 et qui est donc une somme assez conséquente, une synthèse sur ce qu'on pourrait appeler la pensée critique de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire par un auteur donc géographe à Lyon, assez proche du courant de la géographie marxiste, qu'on peut définir comme le courant qui étudie l'inscription spatiale en fait et territoriale des inégalités. Dans son livre, il revient sur la question de la métropole qui est montée cette dernière décennie, les métropoles étant perçues comme des relais, des têtes de pont de la mondialisation.
Ce sont des espaces dans lesquels l'accélération des flux, des rythmes de vie sont poussés à leurs extrêmes. Ce sont des espaces aussi qui sélectionnent de plus en plus leur population en fonction de leur profil sociologique et de ce qu'elles apportent à la fameuse économie de l'innovation, de la connaissance. Et ce sont aussi des villes qui deviennent, on l'a dit, de plus en plus dures parce que de plus en plus inégalitaires, de plus en plus aussi quelque part urbanisées, c'est-à-dire que leur caractère de ville est quelque part exagéré, et tout le monde le ressent un peu ces dernières années. Tout le monde est un peu fatigué de la ville, et avant même la crise du coronavirus, on a vu une génération renouer avec l'utopie du retour à la terre. D'ailleurs, c'est là où je trouve que le livre est aussi intéressant, c'est qu'il, après avoir passé en revue les critiques de la métropolisation, il s'attarde sur les alternatives à cette urbanisation, et notamment aux volontés de désurbaniser la ville ou d'inventer des formes de vie un peu alternatives ailleurs, à l'extérieur, en marge de la ville en fait. Donc là, on va retrouver tous les courants dont on a parlé déjà, les néo-ruraux, les zadistes, les jardins potagers, tout ce que vous voulez. Bon, alors moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je trouve que c'est quand même à la fois une super synthèse de tous les travaux qui ont été menés ces dernières années sur la question urbaine dans une perspective très critique, et une bonne introduction à tout ce qui peut se faire et se penser dans l'alternative à cette urbanisation. Alors moi, en parlant d'alternative, il y a un autre essai que j'aimerais vous conseiller. C'est titré « Rendre le monde indisponible ». C'est publié par Hartmut Rosa, qui est un sociologue et philosophe, et c'est tout récent, c'est paru à La Découverte, c'était en janvier 2020. Très très actuel. Je ne sais pas s'il avait déjà connaissance de l'épidémie en cours, mais en tout cas, ce qu'il explique dans ce livre, Hartmut Rosa, c'est que plus on essaie de dominer le monde, donc d'exploiter la nature, les ressources, de façonner ce monde pour le rendre disponible à nos besoins, eh bien plus ce monde se dérobe et devient inaccessible. On l'a vu de manière assez nette ces derniers temps avec la crise écologique, mais finalement on pourrait l'appliquer aussi à une pandémie. Et donc, qu'est-ce que propose Hartmut Rosa pour sortir de cette impasse ? Il propose d'entrer en résonance avec le monde. Alors, tout de suite, résonance, ça semble un peu New Age, mais lui, sa piste, c'est pas du tout une contemplation béate, c'est plutôt une nouvelle relation au monde qui serait à inventer. Pour savoir laquelle, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, donc Rendre le monde indisponible. Et cette question de la crise de la domination, en fait, nous amène à un autre thème très actuel et très intéressant à penser, sur lequel il y a aussi une grosse production d'essais ces derniers temps. Tu as commencé à l'amorcer, Jean-Laurent, c'est la place du local, la relocalisation. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qu'on pourrait recommander là-dessus, Jean-Laurent ? Alors oui, quand on parle de critique de la ville et de néo-ruralité et d'alternative à l'urbanisation, on pense à la notion de local, de relocalisation, qui est dans l'air du temps, et à laquelle une revue Constructif est consacrée. Le numéro de mars 2020 de cette revue, qui est réalisée par la Fédération française du bâtiment, a donc pour thème unique le retour du local. C'est un numéro qui est envoyé par la poste à des abonnés ou à des influenceurs, mais c'est surtout la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le retrouver en intégralité sur Internet, en accès libre. Non seulement ce numéro, mais toutes les archives. Et il y a vraiment de quoi lire. J'ai écrit une des contributions du numéro sur le local. Il y a une quinzaine de contributeurs. Et il y a des textes de Jérôme Fourquet, de Laurent Davéziès, d'Éric Charme, enfin de beaucoup de spécialistes du territoire, et notamment un texte de Pierre Vels qui revient sur les atouts et les limites du retour au local. Le retour au local, c'est à la fois le signe d'un manque, d'un vide, qui est le fait que plus on avance, plus on voit que les mesures macro qui devraient être prises par les gouvernements ne sont pas satisfaisants, et donc beaucoup de gens ont tendance à se replier sur cette action locale faute de mieux, en se disant autant agir concrètement à mon échelle, ça sera déjà ça de prix. Alors oui, évidemment, c'est quelque chose qui est positif et qui peut avoir un effet, mais l'auteur rappelle aussi dans sa contribution que le local ne réglera pas tout, à la fois parce que il incorpore des risques de repli sur le territoire immédiat, mais aussi parce que l'autosuffisance, et on le voit de manière assez criante avec le
début de la crise qu'on traverse. L'autosuffisance n'est pas forcément une solution d'avenir, à la fois en termes alimentaires et en termes d'échanges commerciaux. Et enfin, il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier souvent, mais qui est essentiel, c'est que tous les territoires ne sont pas également lotis en ressources naturelles. Donc l'échange a aussi ses vertus, et donc la solution pourrait passer à l'avenir par une meilleure articulation entre le local et l'échelon continental, voire mondial. En tout cas, il y a plusieurs contributions autour de ce retour du localisme. Également sur l'aspect habitat, c'est-à-dire les oppositions qu'on connaît bien maintenant entre les périurbains et les gens de centre-ville, entre les anywhere et les somewhere, pour reprendre les termes de David Goodhart dont on avait parlé dans le premier numéro de Poire et Cacahuètes. Donc il y a beaucoup de contributions qui tournent autour de cette ambivalence en fait du local. Qui sont les gens qui se réclament du local, qui sont les gens qui ont l'impression de vivre ancrés localement, qui sont à l'inverse ceux qui se considèrent comme des citoyens de partout, ou ceux qu'on considère comme des citoyens de partout, et on est en train de voir à quelle vitesse c'est en train d'évoluer en ce moment, avec quelque part des gens plutôt mobiles qui sont en train de se relocaliser depuis quelque temps. Et on va finir avec une dernière recommandation autour des magasins, puisque les supermarchés sont désormais notre unique destination de sortie. Oui, la supérette, c'est un peu le place to be là, des dernières semaines. Donc je voulais revenir sur un livre qui a été publié au début de l'année, Éloge du magasin de Vincent Chabot. Alors Vincent Chabot est un sociologue spécialiste de la consommation et du commerce. Et ce livre est un assemblage de chroniques sur la consommation contemporaine. C'est un ouvrage très pédagogique sur les différentes facettes du commerce d'aujourd'hui, à la fois du commerce physique et du commerce dématérialisé. On y parle des marchés, des bazars, du Black Friday, d'Amazon et des libraires, des centres commerciaux, des nouveaux formats de la grande distribution, notamment les fameuses supérettes qui sont devenues nos lieux de ravitaillement depuis quelques jours. Dans ce livre, Vincent Chabot s'attarde sur plusieurs aspects du débat actuel, notamment celui d'Amazon évidemment et de la dématérialisation. Il rappelle que la vie en un clic, qui est la version Amazon du commerce, elle a évidemment un impact. Elle a un impact sur la livraison urbaine, sur les conditions de travail des employés d'Amazon. Et là encore, on est en plein dans un débat qui nous touche d'une manière nouvelle depuis ces derniers jours. Et puis au-delà d'Amazon, l'auteur rappelle à quel point le commerce c'est un lieu de ravitaillement, mais c'est aussi un lieu de construction de son identité, un lieu de statut, comme disent les sociologues. Et alors il y a un chapitre que j'aime beaucoup sur les Parisiens à Trouville, là encore sujet d'actualité. Donc il raconte comment le Monoprix et l'épicier arabe de Trouville en fait servent de lieu de rencontre et de lieu aussi de parade en fait pour des gens, des résidents secondaires qui aiment s'y montrer et dont la consommation est locale et le reflet de leur statut social. Et donc voilà, encore un exemple d'ouvrage excellent qui avait son intérêt intrinsèque avant la crise actuelle, mais qui prend une nouvelle saveur dans la situation actuelle. On va clore ce numéro de Poire et Cacahuètes, spécial Poire et confinement. Vous allez retrouver dans le texte qui accompagne le podcast toutes les références dont on vous a parlé. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des maisons d'édition qui prennent des dispositions inédites pour vous apporter de la lecture même en confinement. On peut citer La Découverte qui offre en accès libre certains de ses ouvrages à télécharger. C'est directement sur son site internet. Il y a aussi, là c'est pas une maison d'édition, mais la plateforme de livres YouBooks qui a baissé son coût d'abonnement classique à 90 centimes par mois au lieu de 10 € habituellement. C'est valable seulement pendant 3 mois. Et puis, il y a une initiative pas mal du ministère de la Culture qui a lancé un site cette semaine, ça s'appelle La Culture chez nous, pour proposer des ressources culturelles gratuitement. Alors, pour l'instant, côté lecture, c'est encore assez décevant. Il y a surtout des manuels scolaires, mais on va surveiller ça de près. Avec un peu de chance, ça va s'enrichir. Retrouvez Poire et Cacahuètes tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et surtout à en parler autour de vous.